Bonjour, bienvenue sur republic-it.fr. Nous recevons aujourd'hui Gianmaria Peroncin. Gianmaria, bonjour. Bonjour Bertrand, merci pour votre invitation. Alors, Gianmaria, vous êtes le président de l'USF. Alors l'USF, on commence à bien connaître sur Republic IT, mais il en demeure pas, il faut quand même représenter. Oui. Alors, utilisateur de SAP francophone, ça veut dire quoi? Exactement, nous sommes l'association sans but lucratif et totalement indépendante de SAP qui regroupe 450 entreprises dont 50 administrations publiques, à la fois en France et en Suisse romande. Nous couvrons environ 3700 personnes qui profitent des contenus de ce que nous offrons à l'USF. Nous avons une vingtaine de commissions sectorielles autour de thématiques industrielles ou de modules SAP, 5 commissions régionales, y compris celle qui est basée en Suisse romande, et sinon nous couvrons le reste du pays. Et nous avons aussi une dizaine de groupes de travail qui sont là plutôt pour travailler sur des thématiques de niche et qui ont donc un début et une fin par rapport aux commissions qui sont là tout le temps. Très bien. Alors, en 2025, vous fêtez vos 35 ans. Et vous avez donc prévu de faire les 8 et 9 octobre votre convention annuelle sur un thème d'actualité, 35 ans d'intelligence collective et de passion. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème pour vos 35 ans? Alors, parce qu'il y a quand même un point commun à tous ceux qui gravitent autour de l'USF, c'est la question de SAP, des compétences, des connaissances, et oui, dans un certain sens, on pourrait presque dire de passion pour ce que nous faisons. Après, il y a quand même une autre chose. On a parlé d'intelligence collective. Ça fait un peu, pardonnez-moi, le contre-pied par rapport à l'intelligence artificielle dont on parle tout le temps. Alors, on ne veut pas être des gardiens de la foi ou de quelque chose de très résistant, mais c'est pour rappeler que toujours derrière une intelligence artificielle, il faut avoir un esprit critique, une éthique, un sens de discernement qui ne vient que parce que nous avons une expérience en tant qu'être humain, d'où le fait de parler d'intelligence collective. C'était le professeur Ganacha qui, sur un de nos événements, avait d'ailleurs dit qu'il ne faut pas se méfier de l'intelligence artificielle, mais des hommes derrière l'intelligence artificielle. Exactement, et on pourrait même citer une vieille publicité, la puissance n'a rien sans contrôle. Donc voilà ce que je peux vous parler du pourquoi. Mais en tout cas, en 35 ans, nous avons eu aussi beaucoup de réussites. Je peux parler par exemple des travaux acharnés autour des accès indirects qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais aussi autour de la pédagogie et de la vulgarisation que nous avons mis, par exemple, sur des technologies diverses et variées, et les tout derniers, par exemple, S4HANA, RISE, etc. Évidemment, nous sommes en train de nous prendre au jeu de l'intelligence artificielle pour comprendre notamment comment elle pourrait descendre dans les systèmes d'information de nos adhérents. Donc vous voyez qu'en 35 ans, nous avons quand même bâti un long chemin, nous avons eu nos succès, nous avons eu aussi nos difficultés, comme toute association. Mais 35 ans, c'est important parce que, en fait, l'histoire ne le raconte pas forcément. Mais certes, nous sommes arrivés une quinzaine ou 17 années après la fondation des SAP en Allemagne. Mais si ma mémoire est bonne, nous sommes arrivés avant la fondation des SAP en France. Nous sommes le 3e club au monde après les Britanniques, Irlandais et ceux de Pays-Bas qui se sont fondés en 88-89, et bien avant de mastodontes comme les Américains ou les Allemands. Donc vous voyez quand même que nous avons une expérience importante sur un pays qui a été quand même, je pense, un des premiers à prendre SAP en dehors de l'Allemagne et qui a voulu se lancer avec quelques décis il y a 35 ans, et aujourd'hui le nombre de 450 entreprises vous parle, montre que nous sommes une réalité bien légitime et bien crédible. Ce n'est pas pour rien que nous représentons 75% du CAC 40 et 66% du SBF 120. Ça veut dire quelque chose. Ça a certainement une question, je dis, de crédibilité, de légitimité et surtout de capacité à porter des messages toujours constructifs vis-à-vis des SAP pour leur dire là où ça ne va pas, mais aussi parfois pour leur dire là où ça va. Bah oui, il ne faut pas que râler dans la vie. Exactement. Alors, une convention, vous en faites une tous les ans. Oui. Celle-ci se passera à Lyon. Oui. On voit d'ailleurs derrière nous les images de la dernière convention qui a eu de 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une convention? Alors déjà, il faut savoir que l'USF organise le seul grand événement SAP en France, malgré notre totale indépendance, comme je disais tout à l'heure, et notre totale autonomie. Donc ça veut dire que nous prenons sur nos capacités, sur nos épaules, sur nos finances, la possibilité d'organiser ça avec notre écosystème de partenaires qui permet aux entreprises françaises et suisses romandes de pouvoir construire les systèmes d'information et les implémenter. Une convention, ça se passe globalement sur 2 jours. Nous avons les matinées qui sont toujours orientées autour de conférences plénières, mais qui ont peu à voir avec SAP et qui sont surtout là pour
je dirais, donner une vision stratégique de long terme, inspirer et permettre un peu, j'aime beaucoup cette expression que j'ai déjà utilisée, d'oxygéner le cerveau par rapport au quotidien. Et les après-midi sont orientés autour de 70 d'ateliers sur le jour 1 et sur le jour 2, donc sur le mercredi et sur le jeudi, pour parler des retours d'expérience autour de différents projets SAP dans les différentes thématiques que nous avons. Évidemment, le matin, il y a un moment où j'ai la plénière en tant que président pour parler un peu de où nous sommes avec l'association et ce qui nous tient à cœur pour la suite, tant d'un point de vue de l'organisation interne de l'USF, mais aussi des messages clés qu'il faut passer SAP, surtout des messages clés, et c'est normalement à l'aune des gros enjeux économico-politiques qu'on peut avoir. Et typiquement, cette année, très probablement, on parlera de cloud souverain, et je sais qu'on y revient tout à l'heure. Oui, on va y revenir. Mais aussi, il y a un moment pour SAP, le J2, pour parler de leur roadmap, et encore une fois, c'est à long terme. Et après, on a des moments dans lesquels on discute de thématiques qui normalement ont lien avec notre fil rouge. Et là, quand on parle d'intelligence collective des patients, on essaiera de montrer comment, par exemple, on peut avoir une réussite d'un point de vue managérial, parce que qui dit intelligence collective dit aussi comment les leaders d'aujourd'hui peuvent inspirer les personnes qui travaillent avec nous et faire en sorte qu'on arrive un peu à sortir le leader qui est caché en chacun d'entre nous. Et aussi, il y a un aspect important, intelligence collective et patient peut aussi être important dans un monde où la tension géopolitique est importante. Nous le voyons avec ce qui se passe en ce moment entre malheureusement le conflit qui peut être dans le Moyen-Orient, mais aussi les guerres plus ou moins larvées commerciales avec les États-Unis. Et c'est pour ça que normalement, nous pourrons avoir quelqu'un comme Thierry Breton qui viendra cette année sur scène pour tenir une plénière. Ah bah ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire tout de même. Exactement. Et c'est bien pour les 35 ans de l'USF. On peut avoir Thierry Breton qui viendra nous parler de comment il voit la géopolitique et l'économie et notamment l'indépendance que nous devrions avoir en Union européenne vis-à-vis des technologies qui viennent de l'extérieur. Alors, 35 ans, vous l'avez dit, il y a eu des choses agréables, des combats qui ont été victorieux, d'autres qui l'ont peut-être été un petit peu moins. Quel souvenir, finalement, on peut retenir de ces 35 ans? Alors, excusez-moi, je vais vous interrompre, mais en fait, je n'aurais pas parlé forcément que des combats. Non pas uniquement parce que l'actualité aujourd'hui parle de combats, mais il est important de rappeler que le leitmotiv de l'USF est de pouvoir parler de manière constructive avec l'éditeur. Si nous commencions tout de suite à partir avec la lame entre les dents, pour utiliser une expression, ça serait un risque de perte de crédibilité. Nous devons être là de manière factuelle, ouvert à SAP, leur expliquer par des remontées qui viennent de terrain pourquoi ça ne marche pas, et là où ça marche bien. Donc ça, c'est important déjà comme préambule. Donc dans les parties qui ont bien fonctionné, je trouve par exemple que, vous voyez, quand RISE est arrivé, ça a certainement chamboulé le monde SAP de l'époque. Parce qu'avant, on avait SAP toujours dans nos data centers avec beaucoup de spécifiques. RISE arrive, au gros, en tout cas, le cloud arrive avec SAP. Et là, ils sont en train de nous dire, attendez, mais nous, dans 5 ans, on pense qu'on sera totalement en cloud public. Et que vous, pardon, SAP nous dit que nous, les clients, on sera toujours en cloud public. Et là, tu t'es dit, certes, intéressant. Parce que ça fait certainement moins de problèmes dans les upgrades, beaucoup plus d'intelligence artificielle pour les tests automatisés. Donc, je peux router les compétences qui font partie de mon entreprise ou de mon secteur public vers d'autres choses, des tâches beaucoup plus à valeur ajoutée. Mais le problème est comment je fais le pont entre aujourd'hui et c'est dans 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés ont encore beaucoup de codes spécifiques dans les systèmes SAP qu'ils ont dans leur data center. Comment migrent-elles vers un monde de demain qui est certes reluisant, mais qui a des difficultés d'un point de vue économique à justifier dans un monde où les budgets sont de plus en plus restreints, dans un monde de compétences où nous avons du manque. Donc vous voyez qu'en fait, déjà, arriver à dire, par exemple, voici les risques et opportunités à prendre une dimension cloud, c'est un des livrables qui vient de sortir cette année, c'est un moyen pour travailler sur une notion aussi de risque, pour que les entreprises aient une conscience de ce qu'elles font avec des éléments factuels qui remontent par le réseau. Donc, la plus grande force, certainement, de l'USF, c'est d'avoir ces éléments du réseau qui remontent et qui permettent à toute entreprise, y compris celles qui sont concurrentielles, mais au moins d'apprendre des erreurs des autres et de ne pas les faire chez eux. Et donc, parfois, la plus grande réussite, c'est un peu ce « je donne » et parfois, je sais que j'obtiens. Et donc, c'est vraiment la notion de échange d'informations qui est, à mon avis, la plus grande réussite de l'USF. L'autre réussite, évidemment, c'est créer une communauté de pairs.
mais qui va au-delà des frontières, parce que l'USF est inséré dans un contexte international important. Je suis aussi le président du SUGEN, qui est le réseau qui regroupe les clubs utilisateurs au monde. Et donc, ça permet de créer des liens entre commissions, entre la France et par exemple les Pays-Bas, entre la France et par exemple la Suède, entre la France et par exemple l'Espagne, sur des thématiques qui peuvent être diverses et variées. Ça peut être la BTP, ça peut être le développement durable, ça peut être la CSRD. Donc, vous voyez Bertrand, il y a cette notion de capacité à grandir, tout en sachant que nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est certainement une réussite. Là où on peut avoir eu peut-être plus de difficultés, et je pourrais dire que, par exemple, bon, c'est un thème que je sais fait un peu grincer les dents à SAP, si je viens sur les accès indirects. Mais regardez, en 2011, quand les choses ont commencé à débattre, c'était nous et les Allemands, ou plutôt les Allemands et nous qui avons commencé à travailler sur ce sujet. Nous avons commencé à pousser SAP dans les réflexions, ça a été très difficile. Et quand il y a eu l'affaire Diageo qui a explosé de mémoire en 2017. Là, on a sauté sur l'occasion et on a dit stop, arrêtez, là, il faut absolument que ça mette à la table. Mais vous voyez, donc, le succès qu'on a eu de les faire mettre à la table, ça comporte aussi deux messages d'amélioration. Un, on a mis longtemps pour les mettre à la table, parce qu'entre 11 et 17, ça fait quand même 6 ans de tergiversement, d'atermoiement, ou le fait qu'on n'arrivait pas à comprendre qu'on parlait. Et là où j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à avoir des mêmes tables thématiques pour grandir ensemble, où SAP reçoit notre feedback avant de sortir dans le marché. Ce qui serait effectivement préférable. Alors évidemment, on ne pourra pas tout gagner, mais là, aujourd'hui, on est encore en phase. Ils sortent et du coup, on discute. Ben, sur les accès indirects, sur le Digital Access, malgré tout, on a pu infléchir quelque chose. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup que SAP soit encore plus ouvert avec nous. Il y a certainement l'USF qui représente une valeur business pour SAP, parce que nous sommes capables de centraliser et amener tout ce canal d'information vis-à-vis de SAP. J'aimerais bien que tout le monde chez SAP l'entende. Je sais qu'au top management, ils l'entendent, mais il faut encore convaincre chez eux. J'aimerais bien que tout le monde l'entende et qu'il soit beaucoup plus à dire, OK, j'aimerais avoir cette idée, business is business, et je l'entends, mais au moins discutons et essayons de paver la voie pour quelque chose qui vraiment satisfasse davantage les attentes de nos utilisateurs. Parce que satisfaire le client, ça reste quand même un objectif de toute entreprise, normalement. Oui. Alors, donc 35 ans, c'est vite passé. Oui. Qu'est-ce qui risque de se passer ou qu'est-ce que l'on prévoit finalement pour les 35 prochaines années? Mis à part l'intelligence artificielle, on va y revenir. Non, mais il y a quand même une chose. Nous sommes... Vous voyez Bertrand, l'USF est né et en 35 ans, on est passé du... C'était une réalité française, oui. Minitel. Oui. Après, on a vu Internet. Après, on a vu quand même arriver les applications en silo et après, ils ont commencé à se connecter. On peut imaginer que aujourd'hui, on le regarde comme si c'était presque normal. Tout le monde a un téléphone dans la main. Mais il y a 35 ans, j'imagine que si on avait pensé, dans 35 ans, vous allez appeler vos informations dans un téléphone alors que vous attendez le bus pour vous bouger, je pense qu'il nous aurait pris pour des visionnaires. Je pense que dans les 35 ans à venir, nous serons encore témoins, nous et nos descendants, de transformations épocales qui profondément transformeront le monde du travail et la société à venir. Si on parle plus tard de l'intelligence artificielle, alors du coup, je vais sur d'autres types de sujets. Par exemple, nous serions dans un monde de plus en plus virtualisé d'un point de vue des applicatifs. Ça veut dire avoir non plus un lieu physique où mes applicatifs sont, mais c'est dire qu'ils sont quelque part dans le cloud. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que je réfléchisse à un monde différent et que mes compétences, il faut que je les change. L'USF est attendu pour travailler sur les compétences de demain. Et aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, les partenaires, certains ont commencé à enjamber le pas de passer du code SP que je faisais dans la BAP à préparer la BTP. Tout le monde n'y est pas encore. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accompagne attentivement nos partenaires parce que cette transformation est certes envoûtante, mais peut être aussi périlleuse. Et donc, le monde des partenaires que nous avons aujourd'hui pourrait potentiellement être profondément transformé d'ici 5 ans, ce qui aussi oblige l'USF à penser à comment minimiser les risques et se préparer pour que dans 5 ans, on soit toujours, 5 ou plus, à la page des besoins que les clients in fine auront. Parce qu'il faut s'en souvenir, un client va bien si le partenaire avec qui il travaille va bien. Et donc, SAP doit penser à ces deux piliers. Je sais qu'il travaille profondément avec les partenaires, mais nous pensons qu'il y a encore un peu de choses à faire.
Alors, dans ces préoccupations, évidemment, sur les années à venir, c'est effectivement, ça reste toujours très spéculatif. Plus récemment, l'USF a émis on va dire des doutes, des inquiétudes sur les évolutions progressives du management mondial, français, etc., de SAP. Alors, apparemment, aujourd'hui, l'USF est rassuré, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'un point de vue France, je pense que les choses se sont stabilisées. Olivier Nolan est un PDG qui est à l'écoute avec nous, qui discute avec nous. Il y a eu un changement aussi côté directeur des opérations, parce qu'Orlando Appel, qui avait cette charge pendant un certain nombre d'années, avait énormément travaillé avec l'USF pour mettre vraiment de la pédagogie, expliquer, et nous permettre aussi de nous rassurer sur les contenus. Et ça, vraiment, il a fait un travail important. Et je ne sais pas si on l'a assez remercié pour ça, parce qu'il a vraiment donné, avec ses équipes, une clarté importante. Et il s'est vraiment engagé. Ensuite, Orlando a changé de rôle. Et c'est Véronique Angard qui est arrivée. Elle a pris son rôle officiellement au début de cette année. Les relations avec Véronique, évidemment, on les construit au fur et à mesure, parce qu'elle nous ne connaissait pas et nous ne la connaissions pas. Mais visiblement, on est dans des bons ondes. Parce que, par exemple, ils nous ont permis aussi de travailler avec eux sur l'événement Unleashed qu'ils avaient au Parc des Princes au mois d'avril. Et c'était très important parce qu'ils nous ont permis de porter la voix des utilisateurs vis-à-vis de certaines annonces de SAP. Donc, c'était une première, si vous voulez. Et donc, nous aimerions bien continuer sur cette lancée pour toujours travailler de manière constructive, être ensemble et porter les messages. Et au niveau mondial aussi, il y a eu des changements. Et là, j'arrive, mais au niveau mondial, ça a été plus compliqué, pour être honnête. Parce que il faut faire un instant un rebobinage du ruban. L'été dernier, 3 membres du COMEX sautent d'un coup, en l'espace de un mois et demi environ, du COMEX mondial. C'est le responsable des sales, la chief marketing et le directeur de la transformation, du CTO. Et là, évidemment, personnellement dans ma tête, mais aussi avec le COMEX de l'USF, les sirènes s'allument là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Surtout qu'un chief sales qui manque, ça veut dire quelle est la politique commerciale qui va être faite. Tout remonte à Christian Klein. Et évidemment, Christian est a priori très brillant, mais les 24 heures, il les a lui aussi. Donc on se pose aussi des questions sur ce sujet-là. Mais bon. Et ensuite, le CTO dit, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la transformation de la roadmap? Est-ce que du coup, ce que SAP a enclenché pourrait s'arrêter demain s'il y a un nouveau qui arrive? Il y a eu quelques mois dans lesquels nous sommes restés en attente d'informations. Et là, on arrive en fin janvier, et là, on voit que les choses s'installent, et on voit déjà la mise en place d'un directeur des opérations monde, qui était l'ancien responsable de la stratégie SAP, et donc dans un certain sens, ça donne une continuité dans ce qu'il a bâti pour faire en sorte qu'il puisse la mettre en œuvre, un peu dans l'esprit You build it, you run it, donc c'est Sébastien Steinhäuser qui est monté au COMEX. Et nous voyons aussi un triptyque intéressant qui monte au créneau, je dirais même 4 personnes, pardon, qui montent au créneau parce qu'ils mettent 2 chief revenue, donc 2 responsables des ventes. Ils divisent le monde en 2, un peu comme si on avait l'Ouest, toute l'Amérique, sous un Allemand qui s'appelle Jan Gilg, et tout le reste du monde sous un Grec qui est passé par Sapitalia, qui était responsable de la région, qui s'appelle Manos Raptopoulos. Donc il y a ces 2 mondes de chief sales, donc il y a 2 co-chief sales finalement qui portent le business dans le monde. Et ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un au moins à la cabine de régie. Maintenant, pour être honnête, il faut encore qu'on regarde comment la politique commerciale s'infléchit ou pas par rapport à avant. Certes, on peut imaginer qu'il y aura du club public. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler des annonces du Sapphire. Ça va venir. Mais voyez, il y a quand même à nouveau quelqu'un qui permet de porter ça. Il y a Michael Ameling qui vient pour tout ce qui concerne la partie BTP. Donc, ça veut dire que BTP, il nous en a parlé depuis un certain temps. Il va être vraiment mis dans le cercle restreint de Christian Klein. Ça veut dire que BTP est stratégique. Ça veut dire que BTP va être vraiment le levier sur lequel construire le clean core de demain. Ça veut dire que BTP va potentiellement hériter tous les codes SP qu'aujourd'hui on avait dans le ventre des SAP. Donc, il va falloir comprendre comment Michael Ameling arrive à produire des offres intéressantes d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue des coûts, et non seulement des coûts de souscription, mais aussi des coûts de migration, pour pouvoir lâcher le vieux monde et passer sur le BTP. Et enfin,
Philippe Herzig, qui était déjà le responsable intelligence artificielle de tout SAP, qui devient le nouveau CTO. Donc ça veut dire que SAP est en train de dire à tout le monde, RISE est là, GROW est là, mais attention, ce n'est pas que du SFOR, il y a de l'AI sur lequel on pointe, il y a du BTP sur lequel on pointe. Évidemment que tout le monde se l'attendait, mais le fait que maintenant il soit au COMEX, ça veut dire qu'effectivement il y a une vision beaucoup plus importante, il y a des feux de la lampe qui s'allument sur ces deux technologies. Alors, il y a un point quand même important, en ce que vous avez mentionné, il y a 2 responsables commerciaux par zone géographique. Oui. Lorsque on s'appelle, je ne sais pas moi, LVMH, L'Oréal ou n'importe quelle grande entreprise qui est présente mondialement, ça veut dire qu'on se retrouve avec 2 potentiellement politiques commerciales différentes. Non, théoriquement non, parce que généralement c'est toujours un contrat unique qui est fait pour ces groupes-là. Après, il peut y avoir des groupes locaux. Ça dépend aussi de la politique industrielle de chaque équipe. Je ne sais pas comment fait LVMH, je ne sais pas comment fait L'Oréal. Nous, on est là pour écouter s'ils ont besoin, mais on ne va pas aller chercher de ce sujet-là, parce que la politique commerciale est même un terrain assez glissant. Mais, en connaissant SAP, je doute fortement qu'ils aient des gros écarts entre les 2 rives de l'Atlantique. Parce que, globalement, certes, il y aura peut-être une question de devise d'utilisation par rapport au contrat. L'Amérique latine, elle fait des contrats en dollars. Oui. Donc, on peut imaginer que peut-être là-bas, il y ait moins d'aspects de, comment ça s'appelle, de recomptage des coûts à cause de l'inflation. Parce qu'en fait, les pays de l'Amérique latine sont déjà indexés sur le change avec le dollar. Donc, je pense, en Europe, peut-être c'est plus avec le fameux 3 ou 3,3% qui arrive dans les contrats. Mais globalement, on peut imaginer qu'il y ait une même cohérence. De toute manière, les price lists sont définis, que je chasse d'un point de vue central, et après, ils sont vraiment répartis sur les pays. C'est comment on va discuter avec les gros clients, et j'imagine plutôt que le fait d'avoir 2 chief sales, c'est plutôt pour une question de proximité, et fondamentalement, regardons une chose, avec les tensions géopolitiques, mais je le sais aujourd'hui, je ne l'aurais pas pu dire en janvier, parce que Donald Trump n'était pas encore élu. Je me dis que finalement, ce n'est pas si bête pour SAP d'avoir quelqu'un là-bas qui discute, même si, effectivement, avec les problèmes des valeurs d'inclusion, etc., il y a eu des décisions qui ont été faites pour favoriser le marché américain, mais qui sont limitées au marché américain. Et bref, ça donne un interlocuteur sur place. Voilà, je ne sais pas si l'idée est assez claire, mais je pense que c'est bien d'en avoir 2 au vu de ce qui va se passer. Alors, il y a un certain nombre de sujets autres qu'on va pouvoir regarder ensemble. Alors, le grand sujet en France actuellement, c'est la facturation électronique obligatoire. Il se trouve que un pays que vous connaissez bien, l'Italie, y est déjà. Oui, la Pologne, l'Espagne, le Mexique, si j'ai bonne mémoire. Oui, exact. Bon, ce n'est pas une nouveauté pour SAP, par conséquent. Qu'est-ce que cela change pour les utilisateurs? Est-ce que finalement les modules vont bien finalement être compatibles et gratuitement? Alors, déjà, il faut savoir qu'à l'USF, on a une commission qui est la commission finance, qui est portée par Frédéric Widman, qui a monté un groupe de travail exprès, lui, cette fois-ci piloté par Bruno Bertona, pour parler justement de la facturation électronique. Nous sommes connus par la DGFiP, nous faisons partie de la communauté de relais, donc de temps en temps il y a des réunions à Bercy pour nous donner les dernières informations, et notamment nous avons monté ce groupe de travail sur la facturation électronique avec la UFO, parce que aussi donc les utilisateurs Oracle. Tout à fait. Donc ça montre bien déjà dans les succès de l'USF, pour rappeler la question tout à l'heure, que nous sommes aussi ouverts à d'autres solutions et nous travaillons avec les autres pour pouvoir discuter. Alors, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs? Alors, évidemment, on pourrait penser que pour les utilisateurs, le fait de ne plus avoir à transférer des flux, calculer à la main, etc., ça va apporter un lot d'automatisation dans le sens de l'efficacité accrue et donc la réduction d'erreurs de ce qu'on envoie à l'État. C'est toujours délicat de dire à l'État on s'est trompé. Okay? Et notamment, on pourrait aussi penser que ça va dégager du temps pour faire autre chose. Évidemment, il y a un aspect technologique à surmonter, qui est le fait d'implémenter les nouvelles solutions. Et ça, c'est là où les sociétés se trouvent, les entreprises se trouvent peut-être un petit peu au milieu du gué, si je peux utiliser cette expression, parce que tout n'est pas fini. De mémoire, nous avons encore
un an et quelques mois. Donc globalement, on peut supposer que les choses vont être finalement installées pour le démarrage en T3 2026 de la normative. Maintenant, le point compliqué quand même, c'est que j'imagine, et on l'a vu dans le groupe de travail, que les sociétés n'ont pas forcément attendu que tout soit livré par SAP. Donc, il y a une bonne partie qui s'est passée un peu comme en Espagne, dans laquelle les sociétés, à un moment donné, ont pris des partenaires. À la différence près qu'en Espagne, si ma mémoire est bonne, quand le SII était sorti, donc je ne me souviens plus si c'était 2017 ou 2018, mais grosso modo, c'est dans ces eaux-là, SAP était arrivé avec une solution 3 semaines avant, ce qui ne permettait pas d'avoir assez de confiance pour pouvoir tout tester. Donc là, il y avait forcément une notion de « je suis en train de prendre le mur, donc il faut que je choisisse autre chose ». En France, on peut penser qu'on aura beaucoup plus de temps parce que les spécifications de la DGFIP sont quand même maintenant connues. SAP est en train de travailler sur le DRC pour pouvoir mettre en place cet outil de dématérialisation pour des flux. Et chose qui ne me semble pas s'applique dans les autres pays, mais en tout cas en France, SAP est maintenant PDP. Exact. Alors qu'il avait juré que jamais. Il avait juré, mais peut-être qu'au fait, déjà, c'est bien qu'ils aient, si c'est le cas, qu'il avait juré, qu'ils ne le voulaient pas l'être, et qu'ils ont réévalué la situation, je trouve que c'est bien. Parce que ça permettrait théoriquement d'avoir un seul canal, de bout en bout, sans passer par différents partenaires. Après, évidemment, ils ne pourront pas offrir tout ce qu'offrent d'autres partenaires, donc ça rentre dans un jeu de la concurrence, mais voilà, donc, voilà, voilà. Et donc ça marchera pour toutes les versions, c'est-à-dire que même un vieux... S4, c'est clair, S4, normalement, S4, oui. Sur SCC, effectivement, la thématique est encore un peu à creuser, je ne vous le cache pas, Bertrand, parce que nous savons que SAP est tenu à la mise en place des outils par rapport à la localisation réglementaire, et ça, on le paye par notre maintenance que nous payons annuelle. Il y a quand même des points sur lesquels SAP nous dit certaines choses sur SCC, je saurais le faire, et peut-être qu'en individuel, chaque flux sera gérable, mais de toute manière, il nous propose aussi d'aller sur DRC pour augmenter l'efficacité des traitements. Et donc, toute la nuance est là dans l'augmenter l'efficacité des traitements. Est-ce que ça veut dire avec que un petit peu d'augmentation de facture aussi? Oui, mais soit. Et encore une fois, c'est à chaque entreprise de faire son business case et de décider si ça leur convient ou pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que SAP a raison et que les entreprises ont tort, ou que les entreprises ont raison et que SAP a tort. Je suis plutôt pour l'idée de dire quel est le business case. Parlons de choses factuelles, parce que si on parle uniquement sur des choses de ressenti, oui. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal. Et donc, j'entends que les entreprises puissent ne pas être contentes, mais je serais plus à l'aise si j'avais quelques éléments chiffrés pour pouvoir comprendre. Donc, comme de l'autre côté, dire SAP, mais pourquoi vous l'avez mis que dans la DRC, comme en plus? Qu'est-ce qui justifie le plus? À nous de dire, à nous, entreprises, de dire, je paye, mais mon business case tient là-dessus, 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 et SAP de nous dire, OK, certes, peut-être vous payez en plus, mais je vous offre ça, ça et ça que vous n'avez pas avant. Que vous n'aviez pas avant. Pas que vous n'aurez pas de toute manière. Donc, pardon. C'est vraiment, j'ai besoin, moi, à un moment donné, de travailler sur les chiffres, et ce sera toujours comme ça. Et ça reste toujours problématique d'avoir les chiffres complets, on va dire? La commission finance, mais surtout le groupe de travail facturation électronique, qui travaille acharnement avec SAP, la discussion est ouverte. Disons que, heureusement, nous avons encore un temps devant nous pour pouvoir travailler et concrétiser sur le sujet. Après, vous savez, c'est comme un capacity planning. Plus je m'approche de l'échéance, plus j'aurai des indicateurs qui devront virer au rouge si les choses ne marchent pas. Je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que le groupe de travail ait les leviers pour remonter SAP ou passe par l'escalade vis-à-vis de l'USF pour aller tirer les sonnettes d'alarme qui vont bien. Et certainement, Bertrand, je vous promets que je reviendrai vers vous si jamais je ne suis pas écouté. C'est très bien. Alors, et puis vous serez toujours écouté ici. L'autre sujet dont on a parlé déjà tout à l'heure, c'est RISE et d'une manière générale, le cloud. Oui. Alors, le tout cloud, c'est bien gentil, c'est génial, c'est formidable. Ça fait 10 ans que le Gartner veut que tout le monde aille dans le cloud. Les problèmes du cloud, on commence quand même enfin à les découvrir, notamment les pertes de maîtrise, les coûts qui explosent, les problèmes de souveraineté, etc. etc. Alors, est-ce que SAP a finalement infléchi sa position en se disant « Bon, ok, les Européens nous
nous embête. On va aller préparer des versions de SAP dans des hébergements souverains. Ou est-ce que finalement, il va falloir traiter le sujet autrement? Non, je pourrais vous dire une chose, que SAP a forcément réfléchi parce que il y a une année, nous avions rencontré Manos Raptopoulos ici à Paris en tant que région EMEA, donc l'USF, le VNSG, les Suédois, etc. Et il y avait une phrase qui était sortie de ce rendez-vous. Nous sommes en train de préparer et nous discutons avec les clients pour préparer le cloud souverain. C'est un résumé, ce n'était pas exactement ce mot, mais grosso modo, c'est ça le message. Et ça, c'est un changement radical par rapport à il y a 2 ans, ou 3 maintenant, où SAP nous disait, moi je veux bien travailler sur le cloud souverain, mais amenez-moi des clients. Donc en fait, ça montre que, je ne dis pas que uniquement notre insistance, mais notre insistance cumulée à celle de clubs comme le CIGREF, des différentes sensibilités qui sont remontées des entreprises, et aussi de coupes de journaux, j'imagine, ont fait que SAP a infléchi sa position. Je ne prétendrai jamais que l'USF est seul à porter certaines batailles, mais que nous faisons partie d'un collectif, d'où l'intelligence collective, qui permet à chacun d'amener sa contribution. Donc, est-ce que les Européens embêtent? Moi, je ne pense pas que ce soit le bon terme, pardonnez-moi déjà de ça, parce que nous avons quand même une problématique, et encore pas plus tard que ce matin, j'en discutais avec un gros hyperscaler sur le sujet. Je pense que nous avons une grosse problématique de dire qu'est-ce que ça veut dire Secnum Cloud 3.2 par rapport aux offres de cloud dites de confiance qui existent sur le marché. Est-ce que la question de l'extraterritorialité imposée par le FISA section 702 ou par le Cloud Act est quelque chose qu'au fait, on peut éviter soit d'un point de vue juridique, soit aussi d'un point de vue technique. Aujourd'hui, j'ai vu une réponse technique qui visiblement existe en 2017, mais qui m'était complètement passée inaperçue, qui pourrait être une première réponse importante pour éviter des intrusions comme ça. N'empêche que les entreprises européennes demandent à avoir les données beaucoup plus protégées et que cette question même de comment je protège et où sont localisées les données, je vous rassure, n'est pas que franco-française, elle est vraiment à travers plusieurs pays. Et même, je pourrais vous dire que d'autres pays hors Europe se posent la question. L'Australie le fait, par exemple. L'Inde le fait. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas... La Grande-Bretagne, qui est hors Union européenne, se le fait. Donc, oui, on voit une inflexion de la politique SAP. SAP nous propose maintenant une roadmap de cloud de confiance selon eux. Je précise bien selon eux, parce qu'ils commencent à déployer certaines solutions en Allemagne, en Europe, en France et dans d'autres pays. Et nous voyons d'autres solutions qui existent, parce qu'on pourrait aller, par exemple, dans les data centers SAP, on n'en parle pas. On pourrait aller chez T-Systems, on n'en parle pas. On pourrait aller dans nos propres data centers, on n'en parle pas. Il y a eu un REX à l'USF par une entreprise publique portugaise qui est assez importante parce qu'elle gère tous les routes et tous les chemins d'affaires, donc ce n'est pas n'importe qui. Donc, vous voyez, il y a des notions comme ça. Et SAP ne parle pas assez de ce type de solutions. Ça, j'aimerais comprendre pourquoi. Il parle beaucoup de hyperscalers comme Microsoft, comme GCP, comme AWS, tout à fait logique. Mais j'aimerais bien qu'ils nous parlent un peu plus de toutes les autres solutions, peut-être un peu moins standards selon leurs critères, mais qui feraient un peu plus la satisfaction de nos adhérents. Alors, autre sujet du moment, c'est Joule, hein, l'intelligence artificielle. Voilà, c'est une actualité heureuse, tout le monde en fait. Salesforce en fait, Oracle en fait, tout le monde fait de l'IA. Il n'y a pas une seule annonce par un éditeur quelconque sans qu'on parle d'IA. Bon, donc SAP aussi, avec Joule. Oui, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors déjà, je pourrais vous dire que SAP au Sugen nous disait que selon eux, non, certes c'est selon eux, mais ils ont investi dans l'IA beaucoup plus que les autres éditeurs que vous venez de nommer. Et qu'ils ont fait des pas de géant par rapport aux autres qui ont fait des pas normaux. Alors, c'est eux qui le disent. Je ne suis pas là en train de faire du marketing, mais c'est quand même important. Oui, mais ça sert à quoi? Parce que Joule est arrivé récemment. Oui. Ah, ça sert à quoi? Alors, j'avoue que quand je commence à voir les démos et que je vois quelqu'un qui dit « S'il te plaît, Joule, j'ai besoin de passer une demande d'achat pour ce fournisseur avec ses montants et avec ses dates, fais-la pour moi », j'avoue qu'effectivement, le résultat peut paraître assez bluffant. Parce qu'avant, il fallait rentrer, faire sa transaction, aller remplir tous les champs. Bon, si quelqu'un n'était pas forcément aguerri, et en plus on disait que SAP n'était pas sexy à l'époque avec le GUI,
Bon, maintenant, il semblerait que ce soit beaucoup plus immédiat et rapide. Ensuite, dans les démos aussi qu'il nous a montré au Sapphire, il nous montre clairement la capacité d'aller dans les dashboards et d'aller dénicher les problèmes de vente, de criticité sur un process, de blocage des supply chain, qu'à l'œil humain, on pourrait ne pas voir. Et en gros, ça me fait penser à l'intelligence artificielle des médecins, qui l'utilisent de plus en plus pour aller chercher la maladie un peu particulière qu'eux, à l'œil nu, pourraient ne pas voir. Oui, sur une radio, un scanner, etc. Oui, n'empêche, ils le font plus vite, mais il faut toujours l'œil de l'homme, de l'être humain, pardon, homme ou femme, pour pouvoir avoir le fameux sens critique qui est en train de me dire, est-ce que tu n'es pas en train de me raconter n'importe quoi? Donc la vérification est toujours importante et prendre l'intelligence artificielle comme quelque chose qui nous dit, qui nous propose une action, parce que d'ailleurs, dans SAP, on voit que les démos ne valident jamais tout seul. Elle te dit, veux-tu valider? Et donc, ça veut dire que l'être humain, à la fin, engage sa responsabilité en disant, oui, je valide. Maintenant, est-ce que c'est mis en pratique? Évidemment, vous allez voir SAP, et notamment Sapphire, ils vous diront que oui. Ben, moi, je pense que la réalité est encore un peu nuancée, voire nous ne sommes pas, ne serait-ce que parce que les entreprises n'ont pas encore franchi tout ce gros pas qui est le fait de faire de l'on-premise, c'est de faire du spécifique et aller vraiment dans le clean core, dans le cloud et dans l'IA. Le gros problème, c'est déjà passer au cloud. Donc aujourd'hui, les entreprises sont encore réticentes. On a parlé de cloud souverain, mais déjà que, par exemple, aujourd'hui, moi, je veux avoir un S4 on-premise. Si je n'ai pas quelque chose en cloud, un S4 en cloud, il ne me permet pas d'accéder à l'innovation. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable parce que notre aperçu en tant que USF, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème purement contractuel. Techniquement, on devrait pouvoir le faire, d'avoir une hybridation entre mes données qui sont ici et les innovations qui sont dans le cloud. Mais voilà, il faut encore qu'on arrive à convaincre SAP de mettre un peu d'huile dans les engrenages. Déjà, on a obtenu une chose, qu'il y ait cette phase de transition de l'ERP, ECC, de 2030 à 2033, certes, en faisant en sorte d'aller dans le cloud, mais qui permet aux sociétés qui ont un paysage SAP complexe d'avoir un peu de temps pour respirer. Très bien. Alors, pour terminer, oui. Question habituelle, c'est quoi finalement les prochains défis de l'USF? Les prochains défis de l'USF, c'est préparer les 5 ans à venir pour accompagner nos partenaires à suivre la démarche du tout cloud que SAP est en train de mettre en place. Et encore une fois, parce que si les partenaires vont bien, nous et les adhérents et tous les utilisateurs SAP vont bien. Évidemment, ça veut dire que nous aussi, utilisateurs, il faut qu'on se prépare à ça. On a par exemple un groupe de travail qui travaille, évidemment, un groupe de travail qui se penche sur les compétences, des centres de compétences de demain à l'aune du cloud. Donc vous voyez, nous sommes en train de préparer l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc nous avons ces 5 ans de profonde transformation à faire, dans lesquels SAP est en train de changer. Le monde des partenaires va changer. L'USF aussi va se préparer à changer. Et les adhérents que nous représentons devront le faire aussi. Donc, vous voyez, nous avons quand même une belle, du pain sous la planche, comme on dit. Et donc, l'occasion de vous rejoindre de nouveau. Le 8 et 9 octobre à Lyon, cette année. On vous attend nombreux. Espérons-le. Merci à tous et à très bientôt sur république-it.fr. Bonne journée.